On se laisse encore un petit peu de temps avant de débuter officiellement. On peut peut-être y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous durant votre heure de lunch en ce beau vendredi. Bonne semaine québécoise des familles. Aujourd'hui, on est vraiment heureuse et heureux de vous présenter un webinaire dans le cadre de la semaine québécoise des familles. Pour nous, c'est vraiment l'occasion de célébrer la famille dans toute sa diversité, sous toutes ses formes, mais c'est aussi une occasion d'explorer une réalité familiale dont on entend moins souvent parler, l'approche aidance. Donc, aujourd'hui, on va aborder l'approche aidance sous l'angle du travail, donc de la conciliation proche aidance-travail. Moi, mon nom, c'est Maude Vigée-Meilleur et je suis chargée de projet en conciliation proche aidance-travail chez Concilivie. Bon, qui dit webinaire, table ronde, dit panéliste. Donc, je suis accompagnée d'une belle brochette d'invités aujourd'hui que je vais vous présenter un peu plus tard, comme on a des données aussi à parcourir ensemble. Donc, pour le plan du webinaire, je vais commencer par vous parler un peu du Réseau pour un Québec famille et de Concilivie. Ensuite, on va aborder le projet qu'on porte en conciliation proche aidance-travail. Je vais enchaîner avec les données de nos fameux sondages et ensuite, on aura des échanges avec les panélistes et on pourra répondre à vos questions à la toute fin. Donc, le Réseau pour un Québec famille, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe des organismes nationaux soucieux du bien-être des familles québécoises, donc qui proviennent de plusieurs secteurs communautaires, municipaux, l'éducation, la santé, les services sociaux. Puis, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir promouvoir et valoriser la famille, l'importance de sa contribution pour la société et le soutien qu'on doit lui apporter. Bon, tantôt, on a commencé avec la Semaine québécoise des familles. Bien, le réseau, c'est l'organisme qui porte cette semaine-là. On en est à la 29e édition en ce moment et elle va se terminer le dimanche cette semaine-là. Aussi, le réseau porte l'initiative Concilivie depuis 2019. Donc, c'est vraiment en adéquation avec les recommandations qui étaient issues du sommet de la famille qu'a tenu le réseau en 2018. La conciliation famille-travail est ressortie comme un enjeu majeur. Donc, on a créé cette initiative-là pour s'adresser aux employeurs, pour promouvoir la famille dans les milieux de travail. Maintenant, si je vous parle de Concilivie, pour situer un peu nos actions, il faut comprendre qu'on déploie 4 stratégies générales. Donc, on a la gestion et le transfert des connaissances qui prend beaucoup de place. Par exemple, on fait des sondages annuels auprès d'employeurs et d'employés qu'on va discuter tantôt. On a aussi du soutien au changement pratique. Donc, on a le saut Concilivie que vous connaissez probablement, qui est la reconnaissance pour les employeurs qui se démarquent sur le plan de la conciliation famille-travail. On a 220 organisations qui ont été accompagnées depuis le lancement de l'initiative. On ne fait pas que ça pour soutenir le changement de pratique, on fait aussi des formations, des webinaires comme aujourd'hui, des conférences. On a une infolettre. Et bien, tout ça n'est pas possible sans la mobilisation et le partenariat. On a des comités de travail nationaux et on prend beaucoup le partenariat avec nos membres et avec les acteurs de l'écosystème famille. Et pour porter les recommandations qui émanent de nos travaux aux décideurs, on fait aussi du plaidoyer et de l'avis conseil. Maintenant, concernant notre projet en conciliation proche aidance-travail, je commencerai par vous dire qu'on a adopté une loi au Québec qui vise à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Et cette loi-là engage le gouvernement dans un certain nombre d'obligations légales pour soutenir les personnes proches aidantes. Donc, de ça est découlée une politique nationale pour les personnes proches aidantes et un plan d'action dans lequel notre projet s'inscrit. Donc, notre projet, c'est vraiment pour favoriser l'embauche et le maintien en emploi des personnes proches aidantes. Donc, on vise à soutenir
les changements de pratiques des employeurs pour qu'il y ait davantage de pratiques organisationnelles qui soient inclusives des responsabilités de proche aidance. Donc, le projet, on a suivi un peu nos stratégies de base chez Concilivie. On a débuté par faire un état des lieux pour documenter la situation de la conciliation proche aidance-travail au Québec avec des sondages. On fait aussi de l'accompagnement d'organisation. En ce moment, on est dans une phase de projet pilote. Donc, j'accompagne présentement 9 organisations pour essayer d'avoir un changement de pratique et adopter des pratiques plus favorables à la conciliation proche aidance-travail. Et ces organisations-là obtiennent le sceau de reconnaissance Concilivie à la toute fin gratuitement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'automne, on va accompagner une vingtaine d'autres employeurs dans cette démarche-là. Donc, je vous invite là, à me contacter, à visiter notre page web si jamais vous avez envie d'en apprendre davantage là-dessus. On a aussi des outils qui vont être produits dans le cadre du projet, toujours pour soutenir les employeurs, les gestionnaires dans cette mise en place de pratiques favorables. Maintenant, avant de vous parler de nos données de sondage, je voulais mettre la table avec quelques données qui proviennent de l'enquête qui a été menée par l'Appui pour les proches aidants en 2022. Donc, le portrait, ce qu'il nous dit, c'est que c'est 35% des adultes du Québec, donc 2,4 millions, qui sont proches aidants. Donc, c'est-à-dire des personnes qui apportent un soutien à un ou plusieurs membres de leur entourage qui présentent une incapacité qui est temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre. On voit que c'est davantage des femmes qui sont proches aidantes. Donc, 55% des proches aidants sont des femmes et 45% sont des hommes. Si on regarde du côté du travail, bien, c'est quand même 57% des personnes proches aidantes qui sont en emploi, 46% à temps partiel, à temps plein, 11% à temps partiel. Donc, c'est quand même assez énorme. Maintenant, je ne vais pas vous endormir avec la méthodologie, simplement quelques mots pour situer les sondages dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour mieux comprendre les perceptions des personnes proches aidantes et des employeurs, on a mené 2 sondages. Un premier auprès des travailleurs québécois, donc qui a été réalisé en juin 2023 auprès de 3030 travailleurs, parents ou proches aidants. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur l'échantillon de proches aidants, donc 1252 personnes proches aidantes qui étaient parents ou non qui ont répondu. Et du côté de notre sondage employeur, on a réalisé un sondage web auprès de 1039 propriétaires, présidents, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines d'organisations québécoises en novembre 2023. Maintenant, si on regarde la situation de conciliation proche aidance-travail de nos proches aidants, on voit que c'est 40% qui estiment que concilier famille et travail est difficile la plupart du temps. Si on creuse un peu cette réalité-là pour voir pour qui ça peut être plus difficile, bien, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout chez les parents, donc ceux qui sont la génération sandwich ou encore ceux qui sont proches aidants de leur propre enfant. On voit que c'est une réalité là, significativement plus criante. Ensuite, on voit que c'est plus difficile chez les gens qui ont une absence de réseau de soutien pour leur venir en aide dans leurs responsabilités familiales et chez les familles monoparentales. Si on regarde un peu plus au niveau de l'organisation du travail, en fait, on voit que cette conciliation-là, elle est estimée plus difficile chez les proches aidants qui travaillent plus de 40 heures par semaine. On voit aussi que c'est un peu plus ardu pour les secteurs publics et parapublics pour les proches aidants qui sont en emploi de ces organisations-là, mais aussi chez les proches aidants qui travaillent dans des milieux qui sont plus défavorables à la conciliation famille-travail. Maintenant, si on regarde un peu du côté de la conciliation et de la santé mentale, bien, c'est 57% des proches aidants qui nous disent que la conciliation famille-travail, c'est une source de stress importante pour eux. Encore là, sans entrer dans les détails, c'est un peu le même portrait. La situation, elle est pire, en fait, pour les parents. Ici aussi, les parents d'enfants à besoins particuliers pour qui c'est particulièrement difficile, puis ceux qui n'ont pas de réseau de soutien. Donc, on voit que c'est des éléments
qui peuvent beaucoup jouer là-dedans. Et aussi, ce qu'on voit quand on leur a demandé là, si l'aide qu'ils apportaient avait un effet sur leur propre santé mentale, c'est quand même 53% qui nous ont dit que oui, ça avait un effet important sur leur santé mentale. Maintenant, si on regarde les conséquences de la proche aidance, donc comment un peu le rôle de proche aidant peut venir interférer avec notre travail, on voit quand même que c'est 35% qui doivent régulièrement prendre des congés en raison de leur rôle, 28% qui doivent interrompre régulièrement leur travail pendant la journée, 27% qui ont dû réduire leurs heures de travail. Dans une moins grande proportion, il y en a qui ont dû cesser de travailler. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a sondé des personnes proches aidantes en emploi. Donc, c'est des gens qui sont retournés sur le marché du travail, mais on peut penser qu'il y a pas mal plus de personnes que ça qui ont dû interrompre leur travail de façon définitive. Et aussi, encore là, dans une moins grande proportion, mais qui est intéressant et qu'il faut porter attention, c'est qu'il y en a qui rapportent que leur rôle de proche aidant a des effets négatifs sur leur relation avec leurs supérieurs et leurs collègues. Maintenant, je vous amène du côté employeur. On va se promener un peu comme ça. Mais quand on demande aux employeurs, c'est quoi les défis qu'ils rencontrent? Parce que là, on vient de voir les défis des personnes proches aidantes, qu'est-ce que ça occasionne leur rôle. Mais pour les employeurs, qu'est-ce qui est plus difficile? Donc, on voit vraiment que ça tourne autour de l'imprévisibilité. 51%, c'est l'imprévisibilité des absences. 42%, ça va être plus ce qui est imprévisible au niveau de la durée des absences. Les interruptions pendant les heures de travail aussi, c'est un peu moins difficile, mais quand même, et la planification de l'organisation du travail. Donc, oui, il y a des défis, mais il faut se dire aussi que quand on les comprend mieux, on peut mieux s'y préparer parce que c'est certain qu'avec le vieillissement de la population, les objectifs de maintien à domicile de notre société, tout ça avec le contexte de pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas le choix de s'y préparer puis de réfléchir à la proche aidance en milieu de travail. Maintenant, j'aimerais vous parler des mesures de conciliation famille-travail et de la proche aidance parce que ce qu'on voit dans nos sondages, pas à l'écran, mais pour vous mettre en contexte, c'est que c'est 85% des personnes proches aidantes qui positionnent les mesures de conciliation famille-travail dans leur top 3 des critères pour changer d'emploi. Donc, c'est important un peu de voir où est-ce qu'ils se situent, si les mesures sont aussi importantes, comment elles perçoivent ces mesures-là qui sont en place dans leur organisation. Ce qu'on voit, c'est que c'est 32% qui s'estiment mal informés des mesures que l'organisation a mises en place. Pourtant, c'est 84% des personnes proches aidantes en emploi qui aimeraient ça, avoir des mesures formelles. Puis quand on parle de formelles, on veut dire qu'ils sont clairement définies, qui sont écrites, qui sont diffusées. Donc, beaucoup de personnes en voudraient, mais peu de personnes s'estiment bien informées. On voit aussi, quand on regarde, on compare un peu la situation parents, proches aidants, ce que les proches aidants nous disent, c'est qu'ils ont l'impression que les mesures ne sont pas aussi accessibles pour les proches aidants qu'elles le sont pour les parents. Donc, à 39%, c'est ça la perception qu'ils ont. Maintenant, j'aimerais vous parler de la compréhension de la réalité de proche aidance parce que ça semble quand même être une clé. Outre les mesures, on voit quand même que nos données indiquent que ça pourrait vraiment être quelque chose d'important. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même 48% des personnes proches aidantes qui sentent que leur réalité n'est pas comprise et reconnue par leur employeur. Donc, c'est plus de 30% des proches aidants qui nous disent aussi que la sensibilisation des employeurs sur la proche aidance les amènerait à davantage utiliser les mesures, donc que ça serait un levier. Quand on regarde avec ce qui apparaît au bas de la diapo, on peut penser qu'il y a quand même une convergence avec les perceptions des employeurs et des employés parce que les acteurs du milieu du travail, ce qu'ils nous disent, les employeurs, en fait, excusez-moi, ils mentionnent que c'est à 59% que s'il y avait une meilleure compréhension de la réalité des personnes proches aidantes, ça serait un incitatif pour mettre en place des pratiques qui favoriseraient l'inclusion et le maintien en emploi des personnes proches aidantes.
On voit aussi que des subventions gouvernementales pourraient aider. Mais je pense que c'est important de voir qu'il y a comme vraiment une convergence entre les deux à ce niveau-là. Maintenant qu'on a regardé les données ensemble, je serais prête à vous présenter nos invités. Donc, je vais arrêter le partage pour vous retrouver. Donc, je suis vraiment heureuse d'accueillir Guillaume Joseph, directeur général de l'appui pour les proches aidants, Amélie Tremblay, chargée de projet en conciliation Proche Aidance Travail et coordonnatrice des communications chez Proche Aidance Québec, René Cloutier, directeur général chez CAP Santé Mentale, Diane Gabrielle Tremblay, professeure en gestion des ressources humaines à l'Université TÉLUQ, et Frédéric Lalande, directeur stratégie et qualification de la main-d'œuvre au Conseil du patronat du Québec. Vous aurez remarqué que Corinne, comme annoncé, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Donc, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis vraiment contente de partager l'écran avec vous. Donc, j'aurais envie de poser une première question pour lancer les discussions. Là, je viens de vous présenter des chiffres, puis je me demandais, tu sais, comment chez vous, dans vos pratiques, est-ce que ces données-là résonnent? Est-ce que ça dissonne? Est-ce que ça fait écho à ce que vous voyez dans vos différentes pratiques? Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut se lancer? Oui, René. Oui, bonjour tout le monde. Il y a des données qui sont semblables à ce qu'on voit ou qu'on sait en santé mentale. Par exemple, la proportion des personnes proches aidantes qui sont au travail. Ce sont les mêmes données que la Commission de la santé mentale du Canada nous donne. Par contre, sur la reconnaissance et la compréhension de ce que vivent les proches aidants, j'ai peut-être un doute en ce qui concerne les proches en santé mentale parce que il y a tout le phénomène de la stigmatisation qui est très présente encore dans la société, puis incluant aussi le monde du travail, assurément. Les proches aidants en santé mentale sont peu portés à parler de leur situation compte tenu des tabous, des préjugés. Donc, je doute fort là, que ça se parle beaucoup dans le monde du travail de ce que vivent les proches aidants. Et puis malgré qu'on sait qu'une personne sur 5 actuellement a un problème de santé mentale au Québec, et donc que ça touche à peu près tout le monde, mais malgré ça, on en parle très peu. Donc, je serais surpris là, qu'il y ait beaucoup de discussions et compréhension de ce que vivent ces proches-là dans le monde du travail. Oui, j'imagine parce que la santé mentale, comme tu l'as nommé, Rémi, c'est encore un sujet qui est tabou. Donc, quand c'est la santé d'un proche qu'on parle, puis que là, on aurait peut-être besoin d'avoir des accommodements, d'utiliser des mesures, ça peut être encore plus difficile là, dans une situation qui nous concerne même pas. Exactement. Moi, je peux peut-être y aller et compléter. En fait, il y a quelques années, on avait mené une recherche avec l'Ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines au Québec et en collaboration aussi avec des collègues canadiennes. Et on constatait un peu la même chose. Je trouve ça décevant de voir que les choses ont peu évolué. Les employeurs à l'époque, justement, disaient que ils commençaient à tenir compte de la conciliation en lien avec la parentalité, mais l'expression qu'on avait employée à l'époque, c'était que par rapport aux personnes proches aidantes, ça n'était pas sur l'écran radar. Donc, c'était pas trop visible. Et ce qu'on entendait et qu'on entend encore aujourd'hui, et René vient de l'évoquer, c'est vrai que les personnes proches aidantes hésitent à en parler comparativement aux parents qui vont parler de leurs enfants. C'est plus spontané dans les milieux de travail. Les situations difficiles de proches aidants sont peut-être plus difficiles à évoquer, d'autant plus que ce qu'on voit dans les organisations, c'est que les personnes on craigne un peu de subir possiblement de la discrimination en raison de ce que tu évoquais tout à l'heure, l'imprévisibilité. Les gens se disent, je risque de ne pas avoir les bons dossiers, les meilleurs dossiers. S'il y a des promotions, je risque de m'exclure de ces situations-là. Donc, ça amène les personnes à ne pas en parler. Ce qu'on peut peut-être espérer, c'est quand même le contexte de pénurie de main-d'œuvre maintenant peut peut-être amener les employeurs, enfin, on va l'espérer, à inciter, en tout cas, les inciter peut-être à une prise en compte, mais pour le moment, les données ne sont pas très, très encourageantes. Alors,
peut-être que Frédéric va nous dire que les choses vont peut-être progresser, mais pour le moment, c'est ça. La pénurie de main-d'œuvre peut peut-être amener des employeurs à regarder les choses autrement. Oui, ben c'est un incitatif. On souhaite que les gens dépassent ça, le fassent pour la responsabilité sociale, mais je pense qu'il ne faut pas le nier non plus. Puis Donc, si ça je peux peut réagir, aider, ça. oui, c'est ça l'aide. Si je peux réagir à ce que tu disais par rapport à la parentalité, ben c'est sûr que la parentalité, c'est associé à quelque chose d'un peu plus joyeux la plupart du temps, quelque chose aussi, je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, là, mais que une trajectoire peut-être un peu plus prévisible, des fois, qui fait en sorte que c'est plus facilitant. J'ai envie peut-être de rebondir sur ce que dit Diane Oui, Gabriel par rapport à... en fait, assurément, je pense que si les personnes proches aidantes ne sont pas au courant de leur réalité, leurs employeurs non plus sont pas du tout outillés selon les chiffres qu'on voit. Puis ça me surprend pas vraiment parce que c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend, mais c'est quand même intéressant de le voir confirmé là, sur papier, disons-le. Donc, si on pense que 32% des employeurs disent que en fait, ils n'ont pas assez d'informations, tout simplement. On aura beau mettre des mesures gouvernementales en place ou des mesures financières qui existent, si les employeurs ne les connaissent pas, ils ne savent pas comment les transmettre à leurs employés, puis c'est quand même nommé très clairement par les employeurs de dire, je pense que c'est 59% qui disent que s'il y avait plus d'informations, ils seraient plus intéressés. Ça pourrait les motiver à aller mettre en place des processus de conciliation qui seraient plus adéquats. C'est sûr qu'un manque d'information, nécessairement amène un manque d'action parce qu'on ne sait pas où aller, comment commencer et tout ça. Donc, voilà. Ouais. Oui, tellement. Pour ma part, en fait, dans les chiffres que vous avez présentés, Maude, au Brésil-Québec Famille, en fait, il y a des surprises, puis il y a des choses moins surprenantes aussi. Je dirais, il y avait un peu de statistiques sur le profil des prochains aidants, mais concernant les conséquences, c'est quand même des gros chiffres, là. C'est un quart des prochains aidants en situation d'emploi qui ont vécu une des 6 ou sinon peut-être 4, 5, 6 conséquences, réduire ses heures, s'absenter et tout. Mais dans le portrait, effectivement, qu'on avait réalisé à l'appui l'hiver passé, dans les personnes proches aidantes qui donnent 20 heures et plus de soutien à un proche, il y en a le tiers qui sont à temps plein au travail. Fait que c'est pas surprenant de voir. Et là, c'est beaucoup, effectivement, des femmes, beaucoup de parents qui sont parents d'enfants à besoins particuliers ou qui sont, comme tu le disais, Maud, la génération sandwich. Maintenant, je suis d'accord avec les collègues que l'information, puis on le voit aussi, de nous, il y a des employeurs depuis quelques années, on sent un momentum. Ça vient beaucoup des ressources humaines, souvent, qui ont à dealer avec ça. Mais ça fait partie des surprises pour moi quand je lis que 59% connaissent mal ou aimeraient mieux. Je me dis, est-ce qu'il y a de l'aveuglement volontaire aussi? Parce que c'est assez surprenant pour moi. Tout le monde dans sa vie, avec le nombre de personnes proches aidantes qu'il y a, et on a tous quelqu'un autour de nous, sa conjointe, un frère, une sœur, qui vit ça. Je ne sais pas si on doit en tirer, ça sera peut-être dans une étude 2.0. Est-ce que les employeurs ou les gestionnaires, les cadres plus élevés, ce sont eux qui assument un peu moins des tâches de proche aidance? Je ne le sais pas. Mais ça montre quand même un besoin. Là. Je ne veux pas minimiser le besoin d'information. Je pense qu'ils savent peut-être, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu dépourvus sur les mesures qui existent, qu'est-ce qu'ils pourraient offrir, qu'est-ce qui se fait. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis on voit, en tout cas, nous, chez nous, puis j'imagine que c'est la même chose à Proche Aidance ou chez vous, Conseil de vie, qu'il y a de plus en plus les ressources humaines ou les employeurs cherchent à avoir de l'information parce qu'ils vivent ça. Puis ils le vivront encore davantage dans les prochaines années. Oui, oui, ben, tout à fait. Nous, quand on accompagne les gens, ils répondent, ils font circuler un sondage à l'interne. Puis moi, je présente toujours cette donnée-là de 35%. Mais après ça, on voit que ça se reflète aussi dans notre organisation. Ah, ben oui, c'est vrai, il y avait à peu près 35% de personnes, ce qu'on peut des fois douter, mais on l'a dit tantôt, il y a aussi toute la reconnaissance, l'auto-reconnaissance qui n'est pas nécessairement évident. Donc, quand on demande aux gens, êtes-vous proche aidant? Ils peuvent nous dire non, mais ils font plein de soutien quand même, puis ils accompagnent un proche. Non, vraiment d'accord avec toi, Guillaume. De ton côté, Frédéric?
Oui, ben, en fait, c'est bien intéressant les données. Puis, tu sais, moi, je fais le parallèle un peu avec, par exemple, ce qu'on peut constater en matière de formation de la main-d'œuvre. Il y a des programmes qui existent depuis des décennies avec des ressources considérables. Il est supposé avoir une préoccupation, notamment avec la pénurie de main-d'œuvre, sur la productivité de la main-d'œuvre et tout ça. Et pourtant, quand on fait des sondages aux employeurs, est-ce que vous connaissez les mesures qui existent? Nanana, c'est à peu près les mêmes scores et des fois pire. Mm. Donc, il y a quelque chose là d'intéressant, pour ne pas dire un peu problématique. Il y a quelque chose en plus pour la prochaine danse, je pense, un caractère. Je pense qu'il faut normaliser, faut travailler à normaliser ces situations-là, un peu comme on l'a fait avec la conciliation travail-famille de manière plus générale, même s'il y a encore des progrès à faire là. Mais je pense puis le code de la santé mentale est excellent. Tu sais, il y a comme une conjugaison de facteurs qui font que les gens ne vont pas faire recours, que quand ils vont faire recours, ils vont se sentir mal, puis ça va générer toutes sortes de côtés négatifs. Moi, c'est une donnée qui m'a vraiment frappé, c'est les employés du secteur public et parapublic qui nomment que c'est difficile pour eux. Puis là, on pense, mettons, aux infirmières. On peut imaginer pourquoi ça peut être difficile. Mais en même temps, c'est des grandes organisations qui ont des ressources en ressources humaines que des PME n'ont jamais. Fait que pourquoi ne sont pas capables au moins de rendre l'environnement favorable à ce qu'il y ait une expression de la demande, en tout cas. Peut-être qu'ils ne seront pas capables d'y répondre, mais au moins qu'il y ait une expression. Puis c'est normalement des endroits où les mesures sont formalisées parce que c'est des mesures, des endroits syndiqués aussi. Donc, il y a comme alors que on voit que les mesures formelles, normalement, ça aide à exprimer la demande. Là, on dirait que ça suffit comme pas. Fait qu'il y a il y aurait de quoi d'intéressant à creuser plus là. Euh, mais ouais, pour le moment, ce que je peux dire avec le temps qu'on a. Oui, ben, je suis vraiment d'accord qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, c'est certain, parce que bon, dans les plus petites entreprises, des fois, on peut se permettre encore d'aller dans une gestion au cas par cas, mais c'est ça, je pense que mettre des lignes directrices, ça devient quand même utile, ne serait-ce que pour exprimer la demande. Donc, on voit même, tu sais, dans les grosses organisations qui ont conventions collectives et tout, l'importance de communiquer ces mesures-là, puis de communiquer aussi qu'on est favorable en tant qu'organisation à ce que ça soit utilisé, que ce n'est pas juste dans une convention collective qu'on approuve. Oui, René? Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps pour réagir sur Oui. les stats. Une des statistiques qui m'impressionne beaucoup, c'est que les proches aidants disent que ça a un impact pour 53% d'entre eux sur leur propre santé mentale, le fait d'être proche aidant. Ça rejoint un peu nos statistiques, même en tout cas, on sait que les proches aidants santé mentale sont 3 fois plus à risque de détresse psychologique que la population en général. Et ça, pour les employeurs, pour moi, je pense que ça doit parler, de dire, c'est important de prendre conscience que des employés jouent un rôle de proche aidant pour éventuellement prévenir justement des impacts sur la santé mentale qu'on sait ont un impact économique majeur, hein. On parle au niveau canadien de milliards de dollars que la santé mentale peut avoir sur la productivité. Euh, donc, on voit tout l'intérêt que les employeurs abordent de façon ouverte avec leurs employés sur tout ce qui concerne la proche aidance, puis de voir quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour prévenir justement les impacts de cette surcharge-là sur la santé mentale des employés. Oui, tout à fait. Mais ça met bien la table pour passer. Oui, mais non, je ne vais pas Oui, en interrompre fait, Frédéric. non, mais c'est bien intéressant parce que justement, cette semaine, il y avait une étude qui est parue qui n'est pas encore parue, mais qui a filé dans le journal de l'IRSST, donc qui portait sur la déclaration des gens en santé mentale en lien avec les réclamations à la CNSST. Puis c'était quelque chose de l'ordre de 192 millions de dollars en moyenne que ça coûtait en heures perdues, en. Puis je pense que c'est la première fois qu'au Québec, en tout cas, on a un chiffre précis à mettre là-dessus. Puis c'est un chiffre qui, en plus, qui est la pointe de l'iceberg, là. Fait que, tu sais, parce que les Oui, gens qui se rendent à réclamer à la CNSST, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur les gens qui subissent les impacts en général, là. Fait que ouais. c'est inquiétant
comme donnée. Maintenant, je vous inviterai peut-être à réfléchir à ma deuxième question. René était un peu allé dans ces eaux-là. Là, on est plusieurs acteurs de l'écosystème proche aidance, si on peut dire. Je me demande, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait chez les employeurs pour soutenir les personnes proche aidantes, mais aussi à travers l'écosystème, là, pas obligé de vous limiter aux employeurs. Quelqu'un souhaite Ben, moi, comme Je peux me j'enseigne en lancer. gestion de ressources humaines, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui y allait. Vas-y, Diane. Non, ben, sinon je vais y aller. Ben, c'est ça. Moi, comme j'enseigne en gestion de ressources humaines, j'essaie justement de conscientiser les employeurs, mais aussi les personnes en ressources humaines, là, les conseillers, conseillères en ressources humaines, à cette question-là. Je pense que la question, on l'évoquait un peu. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis un petit commentaire, les personnes ne se reconnaissent pas nécessairement comme personnes proches aidantes. Je pense qu'il faut sensibiliser les gestionnaires et surtout, notamment les gestionnaires de premier niveau ou qu'on peut appeler chef d'équipe ou gestionnaire intermédiaire, parce que c'est ces personnes-là qui sont en proximité directe avec les personnes et qui peuvent accueillir lorsque quelqu'un souhaite effectivement faire état de sa situation et demander des choses. Donc, les gestionnaires, les collègues aussi. Je pense que les organisations ont une responsabilité aussi de sensibiliser tout le monde. On vit tous ce genre de situation, la parentalité, la proche aidance à différents moments de notre vie, mais peut-être que les personnes l'oublient aussi à certains autres moments. Donc, les collègues doivent être sensibilisés. Tout ça pour créer un climat de travail qui soit en fait agréable et facile pour que les personnes se mettent de l'avant finalement. L'autre chose que je dirais, c'est que je trouve qu'il ne faut peut-être pas isoler autant les personnes vieillissantes, tout simplement, que les personnes proches aidantes, comme ayant des besoins particuliers et vraiment pas donner l'impression, au fond, que c'est complexe et difficile. Au fond, pour moi, les parents, comme les jeunes qui sont aux études ou qui veulent faire du sport, comme les personnes vieillissantes, euh, les personnes proches aidantes souhaitent un peu les mêmes mesures, finalement, pour des motifs différents. Et je trouve que ça, dans une organisation, c'est beaucoup le message, je pense, qui est à passer aux personnes en ressources humaines et aux employeurs. C'est que finalement, vous mettez en place des mesures. Vous ne faites pas, disons, vous ne faites pas quelque chose de particulier ou un avantage réservé à un petit groupe. Vous offrez des mesures accessibles à toutes ces personnes pour des motifs différents. Donc, des horaires flexibles, le télétravail, on sait qu'il y a des très fortes demandes de ce côté-là, des banques de congés aussi. Donc, c'est ce que souhaitent, au fond, toutes ces personnes qui veulent mieux concilier leur vie personnelle, professionnelle et familiale. Alors, ne pas donner l'impression qu'on va créer, qu'on va favoriser finalement ce groupe, parce que parfois on entend ça. Dans certaines organisations, les personnes vont dire, ah, mais moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de ci, j'ai un chien, j'ai un cheval, j'aimerais pouvoir m'en occuper. J'ai déjà eu ce genre de retour. Et je pense qu'il faut dire, ben, je pense que toutes les personnes ont des besoins et plus l'entreprise offre disons, un éventail large de mesures, je pense que mieux ce sera. C'est la perception que j'aurais. Oui, ben, je pense que tu as raison quand on entend souvent la préoccupation des ressources humaines de l'équité, mais je pense, Oui. comme tu l'as dit, on a besoin à un moment ou un autre de notre vie, puis les mesures s'adaptent, puis ça va juste venir répondre à des besoins différents. Amélie? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec Diane Gabriel. Effectivement, à la base, tu sais, on l'a nommé beaucoup, il manque d'informations. Donc, informons-nous, informons les gestionnaires, les RH, mais aussi outillons-les. Je pense que c'est bien de s'informer. Premièrement, la proche aidance a tellement de visages. Savoir ce que c'est, ce que les intersections qui peuvent exister dans la proche aidance aussi. C'est ça, on a parlé de la génération sandwich, mais il y a aussi plein d'autres réalités qui peuvent exister. On peut être en situation de handicap, les proches aidants. On peut être, je veux dire, ça peut être un proche aidant qui n'est pas dans la famille non plus nécessairement. C'est un aidé qui n'est pas dans la famille, etc. Donc, je pense de connaître les diverses réalités. Puis, je prêche un peu pour la paroisse de Proche Aidance Québec, mais partout à travers le Québec, il y a quand même plein de super organismes qui existent, qui sont dans toutes les régions, puis souvent qui ont des initiatives pour les gestionnaires, puis les RH pour aller parler directement, pour aller donner des outils, que ce soit des dépliants, des vidéos, des petites conférences, ou tout simplement juste pour jaser de proche aidance puis expliquer ce que c'est, tu sais. Fait que je pense que souvent, les employeurs ont l'impression que c'est compliqué, que ça coûte cher, mais tu sais, il y a beaucoup de ressources. Puis là, je laisse Maude parler de Concilivie. Là, tu nous as parlé un peu tantôt de tout ce que vous faites comme suivi, mais tu sais, il existe des ressources. Il faut que les gestionnaires et les personnes proches aidantes elles-mêmes
y ait accès, puis que ce soit, je pense, c'est un peu le. C'est comme ça qu'après ça, il va y avoir moyen d'offrir de la conciliation pour vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec Diane Gabriel sur le fait que des, 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 des mesures de conciliation pour la proche aidance peuvent tout à fait être en cohérence et en cohésion avec des mesures de conciliation pour plein d'autres réalités, parce que c'est ça, la flexibilité d'horaire ou les congés plus flexibles, ben, c'est juste tout le monde en a besoin d'une certaine façon à un certain moment. Fait que, tout à fait, je suis d'accord. Oui, ben, je suis d'accord avec toi aussi, Amélie. Tu sais, des fois, c'est plus dans légitimer ce rôle-là, de dire qu'il y a cette place-là, mais après ça, la même mesure peut être bonne pour plusieurs réalités. Là. Je ferais du pouce à ce qu'Amélie a dit. Puis dans le sens aussi, dans la continuité de ce que je disais, que c'est pas facile de parler de la santé mentale, d'être proche de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, mais de faire venir un organisme, hein, comme on a autour de la table, pour en parler. C'est une approche peut-être plus préventive, hein, puis qui peut faciliter là, l'ouverture du dialogue sur ce que vivent les proches, pas seulement en santé mentale, mais de façon générale. Donc, de faire venir quelqu'un de l'externe. Là, il y a plein d'organismes communautaires qui sont outillés justement pour aborder le sujet. Donc, c'est une façon d'ouvrir le dialogue qui peut être plus facile que je dis, d'amener les employés ou les employeurs à en parler entre eux. Là. Ben, Oui. je vais faire du pouce là-dessus parce qu'effectivement, je pense que ça revient aussi à l'employeur ou aux ressources humaines, effectivement, d'aborder la question et pas non plus forcer la parole des gens parce que, oui, il y a des enjeux qui peuvent avoir des craintes ou des préoccupations de stigmatisation, mais il y a aussi des personnes, des employés, des proches aidants qui viennent, si bizarre que ça peut être, chercher du répit aussi, ou le lieu de travail ou c'est un break pour eux autres, là, et donc d'exposer aussi différents problèmes ou d'avoir à en parler. Peut-être que ce n'est pas souhaité non plus. Si je prends par exemple chez nous, ben, c'est sûr que je suis d'accord avec vous, Diane, un panier de mesures, diversité de mesures. Mais tu sais, les congés personnels, pour nous, on en a et il n'y a pas de justification à avoir à donner. C'est un enfant, c'est ta réalité. Si c'est ton chat, ce sera ton chat. Mais ça, c'est le genre de mesure où les gens. Bon, c'est sûr qu'après ça, si on va plus loin sur des aménagements, des horaires réduits et tout ça, ça doit se discuter. Et c'est là qu'il faut respecter aussi chaque personne, parce que c'est sûr, ça sortait aussi dans les statistiques que vous aviez, des fois des préjugés des collègues. C'est sûr que quand même, sans obliger à parler ou à révéler certaines choses, tout en respectant l'intimité, quand les collègues sont au courant de certaines situations ou que l'employeur fait voir que ça peut arriver à tous, puis on ne se le souhaite pas, mais on le sait que ça va arriver plus ou moins dans nos sphères. Ça aide à faire comprendre et à enlever aussi ces questions là, de jalousie ou de perception, de préférence et tout ça. Donc, quand c'est amené et au su, et c'est là que les employeurs peuvent aider à légitimer, à faire parler, à faire reconnaître aussi le rôle de la proche aidance. Et ben, des organisations comme vous, comme Proche Aidance, comme nous et d'autres, réseaux, le CAP Santé Mentale, pardon, c'est ce qu'on doit mieux faire aussi, promouvoir la chose auprès des employeurs pour défaire des préjugés. Des fois, on a l'impression que si on ouvre trop, un peu comme on avait beaucoup d'entre nous des préjugés ou des conceptions fausses sur ce qu'allait causer le télétravail avant la pandémie. Il y a bien des choses qui ont tombé, changé, et on voit que ça peut même accroître la performance dans certains milieux de pouvoir accommoder. Donc, c'est un travail en continu, disons. Oui, ben, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire aussi, Guillaume, tu sais, parce que là, on a parlé, j'ai présenté des conséquences que ça a, mais c'est vrai de dire qu'il y en a pour qui c'est un répit, que ça fait du bien d'aller travailler. Puis aussi, ben, il y a toute la notion du donnant-donnant. Quand en tant qu'employeur, on s'investit, on s'engage envers nos employés, ben, nos employés veulent nous redonner. Et puis là, c'est des personnes proches aidantes, c'est des gens hyper engagés. Donc, on peut penser que après ça, vont être là pour nous à d'autres moments parce qu'on aura été là pour eux quand ils en auront eu besoin. Mhm.
Ben, si je peux Ouais. ajouter, justement, je trouve ça intéressant parce que souvent, les gestionnaires, puis même les personnes proches aidantes elles-mêmes ont l'impression que les accommodements vont amener des coûts puis des pertes financières aux gestionnaires, mais dans bien des cas, c'est justement l'inverse qui va se produire parce qu'on a une rétention qui est plus, tu sais, qui est plus présente, qui est plus grande, on a une présence justement plus accrue quand les gens sont là, ils sont là pour vrai, tu sais, puis c'est quelque chose que je pense qu'il faut renverser cette espèce de vapeur-là. C'est ça pour les personnes proches aidantes, mais pour les familles aussi, puis pour plein de gens, je veux dire, avoir une flexibilité peut sembler comme terrifiante là, au départ pour avoir une ouverture à changer les choses, puis changer les cultures d'entreprise. Mais on n'aura pas vraiment le choix de toute façon. On n'a pas le choix dans les années à venir et aujourd'hui de le faire si on veut avoir des situations au travail qui ont de l'allure, puis avoir tout simplement être capable de retenir les employés qui sont là. Tout à fait. Frédéric, ça allait dire quelque chose, je pense. Oui, ben en fait, c'est bien intéressant. Puis tu sais, je pense on a peut-être eu un changement de perspective qui a été accéléré notamment par la pandémie de plus considérer nécessairement la création de valeur pour l'employeur en assumant que les gens créent de la valeur parce qu'ils sont présents sur les lieux du travail et qu'ils donnent 40 heures semaine dans la même usine, etc. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être chez certains une compréhension que la création de valeur ne nécessite pas nécessairement 40 heures semaine comme avant, avec des horaires fixes et tout ça. Il y a peut-être une flexibilité là qui est nouvelle, qui doit être très variable selon les secteurs, cela dit. Là. Je pense qu'il y a des industries où tu sais, le temps flexible, quand tu as des chaînes de production, ça ne marche pas vraiment bien. Puis c'est les mêmes enjeux qu'on rencontre encore là dans la formation continue, puis dans la, fait que libérer les travailleurs pour qu'ils aillent se former, c'est encore bien, bien, bien difficile pour bien des employeurs. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, ben là, il rajoute une couche de pression là-dessus. Mais en même temps, quand on voit l'impact que les mesures peuvent avoir sur le maintien en emploi et la fidélisation des travailleurs, perdre quelqu'un, c'est l'équivalent de 3 fois son salaire annuel en termes de coût pour un employeur. Fait que des mesures qui disent que les travailleurs disent eux-mêmes, ça pourrait m'inciter à rester, puis ça pourrait m'inciter à aller chez cet employeur-là qui en offre, ben, je sais pas, là, il me semble que ça ferait poser des questions. Moi, le message que je dis tout le temps, souvent partout, c'est dans le contexte où on est, les employeurs doivent se questionner sur leur main-d'œuvre. La main-d'œuvre a une plus grande valeur que jamais, notamment parce qu'elle est plus qualifiée puis parce qu'il y en a moins. Donc, il faut se poser la question sur de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle vit des situations particulières qui font qu'elle n'est pas bien au travail, qu'elle est moins productive, qu'elle est perturbée par toutes sortes de choses, que ce soit. Puis c'est bon pour tout le monde. Tu sais, on le dit, là, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, puis c'est bon pour s'occuper de son cheval à la limite. Là. Fait que, tu sais, si l'employé vit du harcèlement, si l'employé vit des situations familiales difficiles, si il n'y a pas les compétences requises, il ne sera pas bien. Fait que, mais ça commence par des questions en tant que gestionnaire sur sa main-d'œuvre. Qu'est-ce que j'ai comme main-d'œuvre sous la main? Qu'est-ce qu'elle vit? Puis à partir de là, effectivement, aller chercher l'accompagnement, les ressources qui existent. On n'est pas tout seul là-dedans. Tu sais, les gestionnaires ont déjà beaucoup de choses sur la pile. Fait que, tu sais, d'aller chercher de l'accompagnement, c'est une excellente idée. Après, ça implique, oui, un peu de perte de contrôle, mais il faut faire confiance à notre main-d'œuvre parce que si on la traite bien, ben, il y a des bonnes chances qu'elle nous traite bien en retour. Euh, Puis, ben, moi, je le dis souvent parce que les employeurs ont une petite allergie, réticence à la bureaucratisation, à la formalisation, à la réglementation, aux lois qui les forcent à faire des choses. Mais je pense que vu le contexte actuel puis les années qui viennent, c'est comme, ben, faites-le vous-même ou on va vous forcer à le faire. Puis ça, on ne voudra peut-être pas, c'est sûr que nous, on ne va pas vouloir aller là. Fait que, ben, regardez, si vous améliorez les choses par vous-même, si vous le faites de manière volontaire, vous allez contrôler le processus, puis probablement que l'extra va être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Mais il faut bouger, faut passer à l'action, là. 2 points rapidement. Puis, tu sais, on voyait dans les résultats de la consultation que l'imprévisibilité est quelque chose qui peut inquiéter effectivement. Mais c'est sûr que pour moi, en tant qu'employeur, gestionnaire, oui, d'avoir un employé ou des employés qui peuvent s'absenter ou devoir raccourcir leur journée 1 fois par semaine, 2 fois par semaine et tout, c'est un défi. Puis ça peut être un défi pour les équipes, mais ça n'a rien à voir avec l'imprévisibilité d'accueillir du jour au lendemain un employé qui
tombe sur un congé court terme et ensuite long terme pendant 6 mois, 8 mois, 1 an par épuisement ou parce que donc l'imprévisibilité à sous-peser les deux. Je vais prendre l'accommodement et plusieurs petites mesures avant si j'avais le choix. Et donc, si je n'avais pas su, je me dis, crime, on aurait pu peut-être s'arranger. Donc, il faut aussi peser l'imprévisibilité de tout ça. Une fois cela dit, c'est certain qu'il y a je ne vais pas dire une limite, mais c'est un rôle partagé aussi, la conciliation travail-famille. Les employeurs ont un rôle à jouer. Maintenant, ça ne réglera pas tout dans toutes les situations aussi. Il y a des conditions, il y a des programmes avec l'assurance emploi ici, l'admissibilité de certaines choses, des compensations financières qui, là, relèvent pas de l'employeur, mais on va devoir continuer d'interpeller aussi d'autres instances, au fédéral, au provincial, pour améliorer ce panier de soutien, disons, dans la conciliation. Oui, mais je pense que c'est des points importants. Là, on a navigué avec cette imprévisibilité-là, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on peut se questionner en tant qu'employeur, c'est jusqu'à où je peux aller, jusqu'à où je vais aller là-dedans, parce qu'il y a quand même une prestation aussi de travail à livrer. Donc, je pense que c'est important d'avoir des réflexions là-dessus. Puis si je peux, moi, ajouter, moi aussi, je vais prêcher pour ma démarche qu'on offre chez Concilivie. Mais tu sais, nous, dans le fond, notre idée, c'est de développer une politique de conciliation famille-travail. Puis, c'est vrai que des fois, ça peut faire peur de dire on va tout formaliser. Tu sais, pourtant, il me semble que ça allait quand même bien, notre gestion au cas par cas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut venir prévenir justement de se rendre jusqu'à un épuisement parce que des fois, les proches aidants vont attendre d'être au bout du rouleau ou proches aidants, mais là, c'est parce qu'on parle de ça, mais ça peut être pour toute situation, on peut attendre d'être au bout du rouleau. Donc, avec une politique, avec un engagement détaillé de la part de l'organisation qui nous indique là, que la culture va dans ce sens-là, bien, ça peut être peut-être la chose qui va nous faire aller discuter de la prochaine danse ou de notre situation avec notre employeur. Je trouve que ça permet comme un peu d'indiquer c'est quoi la marge de manœuvre que j'ai si je suis dans telle situation ou même si je ne suis pas encore dans cette situation-là, parce qu'on le sait que plusieurs vont être appelés à devenir proches aidants. Soit tu l'as été, soit tu l'es en ce moment, soit tu vas l'être plus tard, ou soit quelqu'un va être proche aidant pour toi. Donc, tout le monde est comme est impliqué là-dedans. Donc, je pense qu'en ayant des mesures détaillées en tant qu'organisation de se permettre d'y réfléchir, bien, ça fait en sorte qu'on indique c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a pour naviguer à travers tout ça. Je pense que ça peut aussi venir enlever cette pression-là de négociation que le proche aidant peut avoir avec son employeur. Ça ne veut pas dire que les mesures qui vont être détaillées, on parlait tantôt, réduire les heures, tu ne décides pas un matin de te lever et de dire, ben moi, j'ai réduit mon horaire de travail, c'était écrit là, mais ça peut te donner le déclic pour aller dire, hey, j'ai vu que c'était possible, là, je vis telle situation. Moi, je pense que ça peut vraiment éviter ça. Puis en même temps, juste de réfléchir à ça, de mettre en place une politique, ça peut faire en sorte qu'on se dote de lignes directrices pour la gérer aussi avec les gestionnaires. Donc, autant ça peut rassurer les gestionnaires parce qu'ils doivent vivre avec cette imprévisibilité-là, au moins s'ils savent c'est quoi leur marge de manœuvre pour aider un employé, bien, ça peut déjà être plus facile, je pense. Amélie? J'ai envie d'ajouter, mon, à ce que tu dis, que ça permet aussi une pérennité parce que, bon, le roulement d'employés, ça existe au niveau des employés, mais chez les gestionnaires aussi. Puis, si on a un gestionnaire qui était super outillé en proche aidance, mais que là, un nouveau arrive, ben, puis que lui ou elle n'a aucune idée, puis qu'il n'y a rien en place, ben, on repart à zéro. Puis l'employé qui était là dans une situation, on se disait, ben, moi, je me sentais outillé, mais là, maintenant qu'on a changé de gestionnaire, ben, bye, parce que puis ça peut être des situations, des fois, on a un nouveau gestionnaire, on se demande pourquoi tout d'un coup, il y a plein de monde qui s'en va. C'est pas nécessairement qu'il est pas bon, qu'il est pas bonne, mais qu'il a juste pas fait cette réflexion qui était là avant. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que ça tient aussi pour quand on intègre des nouveaux employés. Là, des fois, mettons, on a tout pensé aux mesures là, avec nos employés, mais après ça, on ne le présente pas à des gens qui arrivent en poste. Ben là, c'est plus difficile de faire suivre tout ça. Donc, ça peut être un moyen aussi de garder informé tout le monde. Là, donc, de ne pas tabletter ces politiques-là, mais de les faire vivre aussi à des moments clés, là, en communiquant dessus aussi, je pense que c'est important. Oui, vraiment. Aviez-vous d'autres choses à ajouter? Ben, moi, je vais faire du pouce là-dessus. Oui, oui. Expression que j'haïs, puis là, je viens de l'employer, c'est flûte.
Ben, tu sais, on l'a vécu avec les nouvelles dispositions de la loi santé et sécurité, notamment concernant le harcèlement psychologique et sexuel. Puis les employeurs et la grande préoccupation que beaucoup ont encore, puis là, on parle de télétravail, donc il y a plein de balises que les employeurs n'ont pas et se sentent tellement pas outillés à gérer des situations comme ça. Puis j'imagine qu'en proche aidance, ça doit être un peu, c'est moins intense, là, mais ça doit être un peu la même chose. Puis de voir que l'organisation dans laquelle on est gestionnaire soutient ça et encadre ça d'une manière ou d'une autre. En même temps, la formalisation, tu sais, moi, je trouve que il faut se garder de la marge de manœuvre, là. Je pense que les gestionnaires peuvent avoir des idées et des façons de gérer qui vont être optimales pour tout le monde, plus qu'une politique écrite qui va aller jusque dans le moindre détail. Mais bon, tu sais, au moins qu'il y ait un cadre, qu'il y ait un engagement Mm. général de l'employeur qui dépasse les ressources humaines, là. Je pense que c'est un très bon facteur de succès en tout cas. Oui, oui, je pense pas qu'il faut aller, tu sais, jusque dans le moindre détail, mais ça peut permettre de mettre la table pour en discuter. Puis après ça, ben, c'est certain qu'il va falloir s'adapter. Puis c'est ça qu'on souhaite aussi, une certaine agilité, là. Mais juste d'ouvrir le sujet, ça peut amener aussi les gestionnaires à réfléchir à ces situations-là, puis à se sentir plus prêts à intervenir dans ces cas-là. Et je vous remercie vraiment peut-être avant d'ouvrir la période de questions puis poursuivre les échanges, mais à partir des questions des participants. Ben, je veux juste vous dire de ne pas oublier qu'on a un beau projet d'accompagnement en conciliation proche aidance-travail. Donc, si aujourd'hui vous êtes une organisation et vous pensez que ça pourrait être intéressant pour vous, n'hésitez pas à aller sur notre site web. On a une page pour le projet. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ça n'engage à rien. On explore le projet ensemble, puis on peut aller un peu plus loin là, dans les détails de l'accompagnement. Donc maintenant, on serait prête pour la période de questions. J'essaie de me repérer dans le chat, voir qu'est-ce qui est. Pendant que tu lis, moi, j'en ai vu apparaître tout à l'heure, puis ça revient à ce que disait Amélie. Il y avait une question sur la question, enfin, sur les coûts, que les employeurs pourraient craindre les coûts. Et ça, je pense que ça ressort souvent, alors que dans les faits, ben, on l'a bien vu, la mise en place du télétravail, dans beaucoup de cas, les gens avaient tout simplement leur portable, ils l'ont apporté à la maison. Les horaires flexibles, il n'y a pas énormément de coûts. Euh, toute la banque de congés, bon, peut-être un petit peu, et encore là, pas nécessairement beaucoup. Mais surtout, ce que je trouve toujours étonnant depuis que je travaille sur la conciliation, c'est le fait que quand on dit, par exemple, là on parle d'intelligence artificielle, toutes les entreprises vont se dire, oh là là, il faut absolument qu'on voit ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Comme auparavant, quand il a fallu acheter des micro-ordinateurs dans les années 80, ah oui, il faut absolument ça. Après ça, tel était. Là, on ne se pose pas la question. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, j'avais fait une recherche et dans certaines entreprises, on avait acheté l'équipement, mais il était dans les garde-robes, dans beaucoup de PME, c'est ce qu'on nous disait. Et ben, on ne se posait pas la question. Alors, ce que je trouve, c'est que là, ces mesures-ci ne sont pas coûteuses. Ben, je pense qu'il faut aussi transmettre ce message-là, c'est que ça n'est pas coûteux. Et donc, ben, il faut peut-être y aller parce que justement, le retour sur investissement, étant donné que c'est très peu coûteux, le retour est généralement très bon. Tout à fait. Je n'aurais pas pu mieux dire. Je ne vois pas de questions, mais par contre, des commentaires, là, on disait énormément de gens dans la population ne se reconnaissent pas en tant que personne proche aidante. On en a un peu parlé tantôt. Tu sais, des fois, je pense qu'on a l'impression que c'est le scénario, là, la totale, là, que c'est ça, être proche aidant. Mais des fois, on peut vivre aussi des situations de proche aidance qui sont plus courtes dans le temps. Puis on n'est pas obligé non plus de se reconnaître, mais je pense que quand on se reconnaît, ben, ça permet d'aller chercher les ressources aussi là, qui sont appropriées. On mentionne sonder les enjeux de conciliation, travail, vie personnelle et proche aidance dans leur milieu. Oui, ben, c'est ça. Je pense que c'est tout à fait une bonne idée. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose avec la démarche là, pour connaître un peu c'est quoi les besoins parce que c'est important d'avoir des mesures aussi qui répondent aux besoins de nos employés. Tu sais, souvent, on va parler des meilleures pratiques ou meilleures mesures, mais je pense que les meilleures, c'est celles qui sont adaptées aux besoins de nos employés. Les besoins sont évolutifs, donc il faut, je pense, répéter aussi
le processus, puis après ça, voir qu'est-ce qui fait plus de sens avec notre réalité organisationnelle. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur ce que j'ai nommé dans le chat, même si ce n'était pas des questions à proprement dit? Il y a une réponse, Maud, qui vient de rentrer dans le Q&A. C'est quelles mesures offrir au personnel qui doivent assurer service à la population avec des horaires plus rigides, comme l'école bleue, par exemple? Une question. Ouais, ben là, tu parles d'école bleue, mais on pourrait dire, on l'évoquait tout à l'heure, les infirmières. C'est certain que pour certaines catégories de personnes, c'est plus difficile. Par contre, moi, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas soulignée autant. Encore là, j'évoquais les questions de coût, mais outre les mesures, ne serait-ce que le simple soutien organisationnel qui se définit par un gestionnaire ou des collègues qui sont ouverts, compréhensifs. Dans moult études, moult recherches, on a pu montrer à quel point ça aidait en fait les personnes à sentir moins de stress et donc avoir moins d'anxiété, etc. Donc là, on irait du côté des questions de santé mentale, mais le simple soutien, se sentir écouté, c'est certain que si on a des mesures, c'est mieux, mais déjà d'être écouté et d'être soutenu dans son milieu de travail, selon toutes les recherches, c'est déjà un grand pas en avant. Donc là aussi, changement de stratégie ou d'attitude de la part des gestionnaires et des collègues, peut-être, ça peut déjà apporter beaucoup. Oui. Moi, spécialiste de ces domaines-là. Chez nous, on est plutôt dans du bureau, mais on en a aussi à Info Aidant, mais on emploie des employés qui sont à temps partiel aussi, qui sont étudiants, où nous, par exemple, il faut s'ajuster à chaque session ou demi-année. Donc, c'est de s'asseoir puis de construire des horaires, d'avoir un système où on peut reconnaître ça, puis peut-être, je dis accommoder le trait au sens large, mais de le savoir et de construire des horaires en fonction de ça, ou je ne pourrais pas aller précis dans chaque corps de métier, mais il y a des choses à faire, puis je reviens au coût sans faire dévier la question. Je pense que le coût à ne rien faire est probablement plus grand, parce que le présentéisme a un coût énorme, puis perdre un employé, ça en a aussi. On peut toujours avoir peur des abus, comme dans plusieurs choses, mais des abus, il y en a actuellement déjà, ou je veux dire, c'est de ne pas le voir, ça ne règle pas l'enjeu. Puis ça va finir par coûter plus cher à une organisation. Nous, on le voit, là, puis c'est même pas juste une question générationnelle. On le voit avec des employés de tout âge. Les premières préoccupations sont sur la conciliation puis les mesures qui sont à faire. Le salaire est là, mais disons que couper dans les conditions versus ou pas progresser ça n'a pas le même impact. Fait qu'il faut être réaliste aussi face à tout ça. Oui, les valeurs ont évolué. Amélie, tu voulais dire quelque chose? Oui, ben j'avais peut-être une petite. Puis là, dites-moi si je voulais voler à une de vous ici, là, parce qu'on se voit des fois dans d'autres contextes, mais il y a une mesure de conciliation qui pourrait peut-être s'adapter dans un milieu comme ça, puis que j'ai entendu quelque part, je me souviens plus, c'est pour ça que je vous dis ça. En fait, l'idée, c'est de faire une banque de congés, mais qui est commune. Donc, que on peut échanger des congés entre employés, un peu comme on le fait, genre quand on paye un café d'avance là, pour quelqu'un qui est dans un café. Mais là, on est dans un modèle où, par exemple, une infirmière pourrait aller, qui dit, ben moi, j'en ai pas besoin de ces congés-là, j'arrive, à la fin de l'année, je sais que je vais avoir trop de congés de maladie. Je les mets dans la banque et puis une autre infirmière pourrait dire, ben moi, j'en ai besoin pour aller visiter ma mère. Donc, je trouve que c'est tout simple. Bon, après, ça prend quand même de l'organisation, là, on s'entend, mais ce petit geste qui, en même temps, aussi met les collègues puis l'équipe à contribution dans dans du soutien, dépendamment du type d'équipe puis de la dynamique, je pense que ça peut être une option intéressante. Ben, peut-être là-dessus, c'est qu'en France, en fait, ça existe, on peut faire ça. Mais il faut dire qu'ils ont plus de journées de vacances en particulier, donc ils donnent des jours de vacances. Au Québec, on n'en a peut-être pas beaucoup. Par contre, dans les échanges d'horaires, entre autres du côté des femmes, effectivement, dans le commerce de détail, les agentes de bar, il n'y a pas toujours un système. Pourtant, là aussi, il y a des technologies qui permettent de faire ça. Et moi, je me souviens que des agents de bar me disaient, ben, on doit s'organiser pour échanger entre nous. Dans le commerce de détail, la même chose. Mais on pourrait avoir un logiciel. Alors oui, comme tu dis, des échanges d'horaires déjà. Encore mieux si on pouvait en donner. En Europe, ils ont aussi le compte épargne-temps. Là aussi, ils peuvent mettre du temps de côté, puis ils peuvent transférer. C'est vrai qu'au Québec, comme on a moins de vacances, moins de congés, peut-être que c'est plus limité, mais en tout cas, je pense que c'est une idée qui est dans l'air. Puis effectivement, les échanges, c'est déjà un premier pas.
Oui, puis tu sais, je pense qu'il peut y avoir des congés de force majeure aussi, tu sais, qui sont mis en place, donc des congés qui ne seront pas forcément utilisés par tous, mais dans certaines situations, hospitalisation, par exemple, peuvent venir soutenir les proches aidants, en même temps protéger la banque de congés peut-être personnels ou de maladies qu'ils ont, pour pas toutes les passer pour les proches aidants. Mais je pense aussi que ce que Guillaume disait tantôt, de juste pas avoir de motif, là, de justification pour les congés, ben, ça peut déjà aussi des fois être plus facile là, que d'avoir seulement les congés de maladie. Je pense aussi à quelque chose qui peut être intéressant pour les métiers où est-ce qu'on est bon plus sur le terrain, on n'est pas dans un emploi de bureau. Ça peut être toutes les mesures de soutien aux employés, à leur famille. Donc, on parlait tantôt que de fournir des ressources, fournir de l'information, prévoir des conférences, des formations. Ça peut être quelque chose qui aide même le soutien organisationnel là, dont Diane Gabriel parlait tantôt là, pour semer la graine qui va faire aussi développer l'empathie par rapport à ça. Il reste une dernière question, étant donné que notre temps qui nous était compté est à sa fin. J'ai Sonia qui a levé la main. Donc, Sonia, je te donne l'autorisation d'ouvrir ton micro. Donc, on t'écoute. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Donc, c'est moi qui ai posé la question là, sur le personnel col bleu. Et ça, c'est toutes des bonnes idées, mais en même temps, la complexité moi, je suis à la ville de Montréal. On a beaucoup de mesures de conciliation, mais je dirais que pour l'école bleue, c'est plus difficile de trouver des mesures, je parle en général, là, des mesures de conciliation à leur offrir parce qu'il y a des enjeux de, justement, ils sont sur le terrain avec des horaires fixes, rigides, ils travaillent en équipe, donc c'est comme, ça semble être très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, là, mais je travaille fort pour essayer de trouver des idées. Puis une idée que j'ai eue, je ne sais pas si elle est bonne, puis elle, malheureusement, elle va entraîner des coûts, mais là, je me dis à un moment donné, si c'est un groupe auquel on ne peut pas donner la même chose qu'aux autres, il faut trouver une façon de les compenser. Puis je pensais comme à une banque d'heures ou une banque de services, de soutien, mais plus concret, là, parce qu'on a quand même un PAE puis toutes sortes de services, mais je ne sais pas si ça existe, là, mais tu sais, genre une banque de soutien des repas préparés, des services pour l'auto, comme pour alléger un peu leur charge. Je me disais, ben, ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait offrir. Je ne sais pas si c'est quelque chose, ça doit être quelque chose qui existe, là, mais je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée-là. C'est sûr que je vais avoir de la misère à la faire passer parce qu'elle va coûter de l'argent, là, puis c'est la ville de Montréal, on est en restriction budgétaire. Là. Mais je trouve que sur le plan de la justice, là, vraiment, l'école bleue chez nous sont pas très bien considérés. Là. Mais nous, on a ça au CPQ, quelque chose comme ça, là, une espèce de, on appelle ça, j'ai plus conciergerie, non? Service de conciergerie? Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est un montant par année, par employé, en lien avec un bottin de ressources qu'on a. Fait que oui, donc ça coûte un peu d'argent. Mais en fait, ça rejoint ce que Diane Gabriel disait, tu sais, dans le sens où ça n'a pas besoin de coûter si cher que ça, mais c'est comme un geste concret qui montre que l'employeur s'en soucie, puis accueille ça, puis soutient ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être nécessairement un gros montant, même si, bon, à la ville, le multiple fait que ça coûte très cher très vite, là, mais voilà. Donc, oui, Mais moi, je dirais que les services de conciergerie, c'est par exemple qu'un garage vienne sur place pour changer les pneus. Alors ça, justement, ça ne coûte rien. Malheureusement, ça existe surtout dans les grands bureaux d'avocats et de comptables, mais je pense que ça pourrait très bien être utile dans un contexte de col bleu. Sonia évoquait les repas. Je pense que dans certains hôpitaux, il y a une cuisine, évidemment, dans un hôpital. Il y en a peut-être à certains endroits à la ville de Montréal. On prépare un peu comme si c'était des plats de traiteur, finalement, mais ça coûte justement beaucoup moins cher qu'un plat de traiteur. Alors oui, en tout cas, peut-être que Sonia pourrait regarder sous genre service de conciergerie. Il y a des choses de ce type-là. Ça s'appelait bellboy en anglais, là, mais conciergerie en français. C'est des petits services que l'entreprise peut offrir sur place. Il y avait aussi pour les vêtements, bon là aussi peut-être moins pour les cols bleus, mais pour certaines personnes qui ont des horaires rigides, que quelqu'un vienne chercher les vêtements à faire nettoyer, même pour les cadres d'ailleurs ou d'autres. Alors, c'est des choses qui économisent du temps et des déplacements. Pour des personnes qui ont des enfants puis qui doivent être à temps à la garderie ou à l'école, ça peut parfois être bien. Ben, merci, c'est des bonnes idées. Ben, je suis contente de savoir que ça existe, puis je vais essayer de trouver des ressources, des idées. Votre idée est bonne aussi, puis ne serait-ce que
nous, on le fait dans certaines organisations, de faire venir des gens comme Proche Aidance Québec ou l'Appui, où on peut aller à la rencontre d'employés pour leur parler des services qui sont souvent méconnus offerts aux proches aidants. Donc, des services justement de popote, des transports bénévoles qui peuvent prendre la relève, ou ils peuvent. Souvent, ils ne les connaissent pas ou ils pensent que ce n'est pas à eux. Donc, juste que l'employeur puisse être un intermédiaire qui ouvre la discussion puis qui fasse un peu permettre la promotion de ça ou le fait de connaître ça, ben, déjà, ça peut être quelque chose qui va faire une petite différence, là. Puis pouvoir donner un coup de main aux personnes qui ont la charge d'un proche. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on pourrait, vous pourriez être surprise de voir les services offerts par les organismes communautaires, souvent de façon gratuite ou à très faible coût, puis qui pourraient probablement bénéficier à plusieurs personnes proches aidantes, même si ce n'est pas nécessairement directement lié au travail, parce que c'est effectivement une très bonne idée d'offrir d'alléger les autres sphères un peu là, pour permettre d'avoir une plus grande présence d'esprit, puis d'être là quand on est au travail, se sentir moins submergé. Excellent. Ouais, on n'a pas de portée sur leur. On ne peut pas agir sur l'organisation du travail. Ça peut être une autre belle façon là, d'adresser les enjeux. Il y a des organisations aussi qui offrent des services de répit. Donc, par exemple, pour une personne proche aidante, ça peut aussi être de payer la garde des enfants à certains moments si on a avoir une prestation de travail le soir, par exemple, quand c'est occasionnel ou quoi que ce soit. Écoutez, on n'a pas manqué de sujet pour discuter. Je pense qu'on aurait pu continuer encore de longues minutes. Je vous remercie vraiment pour votre présence, les échanges aussi aux gens qui ont assisté au webinaire. Ça nous a fait vraiment plaisir de terminer la semaine avec vous. Donc, un gros merci et à une prochaine fois. Merci, Merci. Merci. À bientôt.